Ça y est? Oui. Toi, t'es bien. Eh bien, il est 15h15. Nous allons commencer cette rencontre intitulée Marie-Hélène Lafont à la source. Bienvenue, Marie-Hélène Lafont. Merci. Oula, attends. Oui, alors il faut que vous le teniez très près. Oui, j'ai déjà vous voûté Marie-Hélène. Marie-Hélène Lafont, une dizaine de romans depuis Le Soir du Chien, paru en 2001, des recueils de nouvelles et ce que j'appelle vos pas de côté, des textes sur votre travail d'écriture, des textes pour des photographes qui accompagnent les photos. Votre dernier livre paru est celui-ci, Vie de Gilles, aux éditions du Chemin de Fer. 2 textes qui se font écho, 2 variations sur ce qu'aurait été la vie de Gilles si, dans votre précédent roman Les Sources, sa mère n'avait pas quitté le père violent. Le livre est accompagné, plus qu'illustré, j'aime pas le mot illustré, accompagné des peintures de Denis Laget. On en touchera peut-être quelques mots tout à l'heure. Alors, à la source de Marie-Hélène Lafont, il y a le Cantal, la ferme, le monde paysan, les derniers Indiens, l'assentoir et les arbres. À la source de Marie-Hélène Lafont, il y a un sentiment d'insularité, votre île volcanique. Il y a l'école, Monsieur Brunet, le pensionnat à Saint-Flour. À la source de Marie-Hélène Lafont, il y a votre bon Gustave, comme vous l'appelez, ce cher Flaubert. Il y a aussi la lecture de 3 auteurs, Pierre Michon, Richard Millet, Pierre Bergogneau. Il y a la découverte de l'herbe de Claude Simon. À la source de Marie-Hélène Lafont, il y a la grammaire, la conjugaison, les temps, la ponctuation, votre indispensable point-virgule et peut-être un jour le point grec, le point O. À la source de Marie-Hélène Lafont, il y a le chantier, la viande que l'on met en branle, le texte que l'on sue, que l'on chie. À la source, vous l'avez écrit. À la source de Marie-Hélène Lafont, il y a l'arrachement et l'attachement, le lien charnel au pays premier. Ça nous fait quelques fils à tirer, Marie-Hélène Lafont, pour parcourir vos romans, vos textes, vos pas de côté. Vous avez du temps? Ça va, j'ai pas raconté de bêtises. Il y a bien, entre autres, tout ça, parce qu'il doit évidemment en manquer. Hein. Mais la référence défécatoire, hein, le verbe chier, il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est Gustave Flaubert. Hein. Quand il écrit Salammbô, dans sa correspondance, il écrit à l'un des frères Goncourt « Je chie des catapultes ». Voilà, donc ça vous donne de l'élan. J'ai pas encore parlé du gueuloir, mais j'aurais pu. Il y a une des sources, c'est la lecture à voix haute. Je crois que vous l'avez démontré avec Violaine Béraud hier soir. Marie-Hélène, vous avez commencé à écrire à 34 ans. Vous le dites c'est dans Chantier, qui est justement un de ces textes sur votre travail. Vous parlez d'oser écrire. C'est quoi l'élément libérateur chez Marie-Hélène Lafont? C'est la lecture des 3 que vous avez cités, Michon, Millet, Bergogneau. Lecture précipitée, concentrée pendant l'année, d'octobre 95 à octobre 96. Avant cette date d'octobre 95, je ne connais même pas l'existence de ces 3 écrivains. Alors que Les Vies minuscules de Pierre Michon, pour ne citer que le plus magistral des 3 à mon sens, ont été publiés dès 1984, mais je ne les avais pas lus, j'en ignorais même l'existence. Et quand je les découvre, les 3, je me rends compte qu'il existe des écrivains vivants. Ça peut vous paraître étrange de dire une chose pareille ici, mais j'ai fait des études de lettres classiques à une époque. J'ai grandi dans un milieu où la littérature contemporaine, ça n'existait pas. Et les écrivains vivants à l'université en lettres classiques à cette époque-là, on ne les étudiait pas.
Les écrivains étaient morts. Et donc, moi, j'étais totalement ignare dans cette matière, je le confesse. Et donc, quand je suis tombée sur ces trois-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des écrivains vivants qui étaient ce que j'appelle des aventuriers de la langue, des travailleurs du verbe. C'est-à-dire qu'ils avaient une manière d'agencer la langue qui n'appartenait qu'à eux. C'est ce qu'on appelle le style, pour employer un grand mot, n'ayons pas peur des grands mots. Et leur matière, c'est-à-dire ce qu'ils mettaient en œuvre avec cette langue, c'était cette matière, la matière paysanne, dont je sentais que si un jour j'écrivais, elle serait la mienne. Si j'écrivais un jour, je devrais écrire de ce lieu et de ce milieu qui étaient les miens et que j'avais laissés. Voilà, donc ça s'est cristallisé en quelque sorte. Je me suis dit, ils existent, ils le font, tu dois le faire. En tout cas, tenter de le faire, puisque le désir d'écriture, je l'avais depuis toujours. Tenter, au moins essayer. Et que ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu employer cette comparaison, je ne peux pas en employer une autre, vous allez comprendre pourquoi, me pardonne, mais j'ai eu vraiment eu le sentiment, 34 ans, aujourd'hui ça me paraît très jeune, hein, mais objectivement la vie est déjà bien entamée à 34 ans, j'ai eu le sentiment d'être une vache et de regarder passer le train de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu montes dedans, dans le train de ta vie, c'est-à-dire tu commences, tu essaies en tout cas, voyez. Et j'ai commencé en écrivant une nouvelle parce que je pensais naïvement que c'était plus facile, parce que c'était plus court, ça faisait moins peur. Voilà, j'ai écrit un texte très court qui s'intitule Liturgie, qui a été publié par la suite. Et je n'ai plus jamais cessé d'écrire depuis ce moment-là, avec une frénésie dont je me sens presque coupable quand je vois l'étendue de la catastrophe sur les tables en bas, là. C'est effrayant, enfin, c'est effrayant. Vous parlez de vos livres, à vous, qui, tout ce côte à côte. Je vous assure, je trouve ça effrayant, ça m'angoisse. Toujours l'abondance m'angoisse. Et je trouve ça très angoissant. Mais bref, c'est moi qui l'ai commis. Et voilà comment ça s'est fait. Hein. Alors moi, j'ai amené un tout petit peu de mon abondance de Marie-Hélène Lafon. J'en ai retiré parce que ça rentrait plus dans la valise. Elle ne m'angoisse pas, votre abondance, Marie-Hélène, elle me rassure. Tant mieux. Ça fait bientôt 30 ans, pas tout à fait, ne vous vieillissons pas, que vous osez et qu'on vous retrouve très régulièrement. Et cette vie de Gilles en est la preuve. Il y a un premier texte où il est tout jeune, il a 9 ans, 8 ans, juste avant il faut se confesser, bientôt la communion. Et puis le deuxième qui s'appelle 50 ans. Vous l'avez intitulé Vigile au singulier. Est-ce que ça aurait pu être Vigile au pluriel? Parce que finalement, le petit garçon de 8 ans de la première nouvelle aurait peut-être pu ne pas être celui de la deuxième. Oui, bien sûr, mais vous avez entendu tout à l'heure, vie minuscule. Vie, V-I-E-S au pluriel, c'est pris, quoi. C'est Michon. C'est le boss, donc on ne peut pas faire ça. Donc, non. On l'a décidé avec les éditeurs du chemin de fer, hein, avec lesquels François Grosso et Renaud Bouénard, avec lesquels j'ai déjà travaillé il y a des années, puisque j'ai déjà publié chez eux Gordana. On en a parlé ensemble hein, de cette question, le singulier ou le pluriel. Et assez instinctivement, j'ai dit singulier. Et je sais que c'est pour cette raison. Alors, un zoom sur Gilles, qui est un des 3 éléments de la fratrie c'est un des dans 3 les sources, enfants, en effet, des sources. Oui. Mais avec une fin modifiée. Alors, c'est drôle parce que justement, je m'étais dit, Marie-Hélène Lafon avait publié Gordana au chemin de fer il y a quelques années, même procédé. Hein. Il était aussi accompagné de peinture ou de dessin. Le chemin de fer, pour le coup, c'est une maison qui associe toujours un texte à un travail de peinture ou de dessin, toujours. Et ce sont les éditeurs qui font l'appariement. Hein. Et ils partent du texte et ils proposent à l'écrivain plusieurs noms de peintres, voilà, et on choisit, voilà. Mais ce sont eux qui font la proposition, vous voyez, qui pensent que ces 2 univers-là, ces 2 gestes, l'un dans l'écriture et l'autre dans la peinture, pourraient entrer en écho, parce que c'est vraiment une mise en écho. C'est pas du tout, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très juste, c'est pas du tout une illustration, c'est une mise en écho. Et il se trouve que je connaissais déjà le travail de peintre de Denis Laget, que j'aime énormément. Donc quand ils m'ont proposé le nom de Denis Laget, j'ai dit oui, j'aimerais que ce soit lui, il a été d'accord.
Et donc ça s'est fait comme ça, voilà. Et pour la première fois, Denis Laget a peint ce qu'il appelle, lui, des paysages. On peut tout à fait voir ça comme une peinture non figurative, hein. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de penser que c'est la rencontre avec ce texte qui a poussé cet homme qui a mon âge, donc il n'en est pas au début de son travail de peintre, qui l'a poussé à aller dans une perspective qu'il n'avait jamais explorée, puisque pour la première fois, il a peint des paysages. En tout cas, il appelle ça comme ça. Et donc, c'était un autre artiste pour Gordana. Oui. Et Gordana, finalement, c'était ce que vous appelez souvent un chantier, Oui. c'est-à-dire que le texte publié au chemin de fer, quelques années plus tard, a Oui. donné un roman qui est Nos vies, puisque Oui. Gordana est une Oui, c'est le début du roman que j'ai publié quelque temps après, qui s'intitule Nos vies. Oui. Et là, dans un premier temps, Mhm. je me suis dit, tiens, c'est rigolo, Marie-Hélène fait le trajet inverse. Elle a fini les sources. Oui, non, mais maintenant j'ai la réponse, mais je vais vous laisser la dire. Elle a fini les sources et puis finalement, elle revient sur la fin et elle réinvente autre chose. C'est intéressant que ce soit pas... bon, apparemment, je me suis à moitié plantée et pas plantée. Non, non, vous ne vous êtes pas planté, comme vous dites, puisque, en fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a des personnages avec lesquels on n'a pas fini, si vous voulez. On sait, quand le livre est publié, voilà, on sait qu'on n'a pas fini avec eux. Mais quand les retrouvera-t-on? Quand repartira-t-on sur cette piste? Moi qui ne fais pas de plan et qui ne prends pas de notes, je n'en sais rien. Je sais que le fichier Gilles tournait, voilà, hein, dans mes ruminations. Le fichier mental était ouvert. Hein. Et Gilles, c'est donc le prénom de ce petit garçon, qui est le premier prénom inscrit dans le texte des sources, dès la première page. Hein. Voilà. On peut lire Vie de Gilles sans avoir lu les sources au demeurant. On comprend très très vite, hein, que c'est un enfant dans une famille paysanne et que puisque c'est un garçon, il y a cette pression de la suite, hein, qui pèse sur lui d'une façon très différente, hein, en tout cas dans ce milieu et à cette époque, de ce qui était le cas pour les filles. Voilà, hein. Et il se trouve que dans les sources, on sent très très bien que les filles vont s'échapper, vont partir. Hein, et que si quelqu'un reste pris dans les rets familiaux, ou dans le piège familial, vous appelez ça comme vous voulez, ça sera lui. Voilà. Et je savais très bien que je n'avais pas fini. Donc, aussitôt après avoir lâché le Cézanne, que j'ai écrit après les sources, je suis repartie sur la piste de Gilles. Et ça a donné des tableaux. J'appelle ça des tableaux, moi, j'aime pas le mot chapitre. Hein. Ça a donné des tableaux, et il y en a 2 qui sont là, mais en tout, il y en a 10. Et si tout va bien, parce que j'ai encore du travail, mais si tout va bien, ça fera un livre l'année prochaine. Voilà. Parce que j'ai envie de dire... Gilles est vertigineux. Cette vie-là est vertigineuse. Et pour apprivoiser le vertige, moi, je m'y prends comme ça, c'est-à-dire en écrivant des histoires. Voilà. Gilles, ce sera un Joseph avec le poids de l'héritage? Si vous voulez, on peut dire ça, c'est la même tribu, la tribu des écrasés de famille. Et simplement, je n'y avais jamais pensé, mais ce qu'il y a de bien avec Sophie Quetteville, c'est pas la première fois, hein, que nous sommes en entretien, c'est qu'elle pense pour moi, alors ça c'est bien. J'y avais jamais pensé, mais en fait, donc Joseph, c'est le personnage principal et éponyme d'un livre que j'ai écrit en 2014 et qui raconte la vie d'un ouvrier agricole. Et là où vous avez raison, c'est que Joseph, à l'origine, n'est pas ouvrier agricole. Il est fils de paysan, ses parents sont paysans, ils sont fermiers, ils ne sont pas propriétaires des terres. Et au fond, la question donc de la reprise, la question de continuer, la question de s'inscrire dans une suite, hein, se pose certes pour Joseph, mais encore une fois, hein, on n'a pas des terres ancestrales qui vous ont été léguées depuis 5 générations. Hein. On est fermier, c'est-à-dire on loue les terres. C'est le cas des parents de Joseph, ce n'est pas le cas des parents de Gilles. Ils sont propriétaires. Donc, il y a en effet une question de succession, voilà, ou de fidélité à une tradition familiale, etc. Mais dans le cas de Gilles, elle pèse plus.
hein. Comment dire, le poids est plus important parce que on possède les terres. Alors on est possédé par les terres plus qu'on ne les possède. Mais le résultat est là, hein. Ce ne sont pas des terres ancestrales, cela dit, hein. Il est bien précisé dans les sources qu'on vient de les acheter, les terres. Et dans les sources, on voit bien qu'il est il est voué à être le plus maltraité des trois. Parce que aussi le père trouve qu'il ressemble un peu trop à la mère, que c'est un fragile. C'est un doux. Et le père est violent. Et là, dans le premier texte, j'ai du mal à dire nouvelle, dans le premier texte, dans la confession, Gilles, il rêve encore. À 50 ans, il rêve plus. Enfin, moins. Mais alors, ses rêves sont Orientés. Je vous fais lire. Donc il va au catéchisme, hein, Gilles. Depuis qu'il va au catéchisme, il est plus à l'aise pour imaginer l'enterrement du père. Le film est toujours le même et il aime le dérouler jusqu'au bout quand il est dans son lit. Il se voit assis dans l'église pleine, au premier rang, entre ses sœurs, Claire à gauche et Isabelle, qui a presque 13 ans, à droite. Sa mère est de l'autre côté de l'allée, elle aussi assise entre ses deux sœurs aînées. Les gens défilent devant le cercueil, ils font le signe de croix, déposent de l'argent dans la corbeille du curé et les regardent, eux, les trois enfants et la mère, en se tournant d'abord d'un côté puis de l'autre. C'est l'hiver. Le père meurt toujours en hiver. Tous portent de gros habits et des chaussures fourrées. Il reconnaît certaines des personnes qui passent, le vétérinaire, le cantonnier, les dames de la cantine, le marchand de fromage, l'épicière, l'instituteur, la nini, c'est la dame catéchiste, et ses sœurs, Félix, c'est l'ouvrier agricole. En voyant Félix, chaque fois, il se demande si l'enterrement sera fini à l'heure de traire les vaches et si Félix saura se débrouiller tout seul. Personne ne pleure. Il est certain que le père ne peut pas ressortir du cercueil qui est bien fermé et recouvert d'une croix dure et lourde. Il se demande à quoi pensent ses sœurs. Surtout la sœur aînée qui a dû revenir du pensionnat exprès pour l'enterrement du père. Le pensionnat est loin. Sa sœur aînée ne rentre pas chaque semaine à la ferme et il ne sait jamais quoi lui dire quand elle est là. Il remue ses orteils à l'intérieur de ses souliers montants marrons qui sont un peu trop grands pour lui. Ses chaussettes sont douces et chaudes. Le film s'arrête là. J'ai mal lu, j'ai lu la sœur aînée. Non, j'ai lu sa sœur aînée, c'est la sœur aînée. Et c'est pas pareil du tout. La sœur aînée. Parfois je me trompe, vous voyez, je laisse passer un mot qui n'est pas le bon et quand je lis, je corrige. Là, j'ai fait l'inverse, je me suis trompée. Oui, parce que on peut en parler maintenant. Tout à l'heure, j'ai dit encore, on n'a pas encore parlé du gueuloir de Flaubert, mais c'est vrai que dans votre travail, il y a l'écriture. Vous écrivez toujours carnet à la main, puis après ordi, puis Alors, c'est devenu pour les sources et pour ces vies de Gilles, j'ai écrit directement sur l'ordinateur. Et je pense que pour le prochain chantier, je vais revenir à la phase papier-crayon. Je vais réinstaurer la phase papier-crayon, je pense. Parce que je vais faire une expérience d'écriture. Je pense que ça donne un soubassement, comme on dirait une sous-couche, vous voyez, supplémentaire à l'écriture et que donc ça lui donne une chance d'aller plus loin. Je veux voir ça. Et après, vous lisez à l'oral. À voix haute, oui. À voix haute, et c'est là qu'il y a un travail qui est conséquent, qui peut être fait. C'est quoi ? Faut avoir l'oreille absolue pour entendre. Là, je ne l'ai pas. Non,
je dis toujours que c'est de la patience et de la ténacité. C'est très agricole comme processus. Hein. Il faut reprendre, il faut recommencer, il faut laisser poser. Et ben, vous voyez, là où ça, hein, donc l'article défini ou le possessif, c'est pas seulement une question de sens, hein, c'est aussi une question d'oreille. Hein. C'est les deux. D'ailleurs, je ne sépare pas tellement les deux, au fond. Plus ça va, moins je les sépare. Et donc, de façon de plus en plus précoce, d'ailleurs, vous voyez, dans le travail d'écriture, cette lecture à voix haute, cette reprise à voix haute du texte, vous voyez, quand je m'y remets, par exemple, le matin, ou enfin, au moment où je m'y remets, je relis ce que j'ai écrit la veille. Ce qui n'a été écrit que la veille, c'est déjà à voix haute que je le relis, vous voyez. Donc, ça se fait de façon de plus en plus précoce et de façon de plus en plus permanente, la lecture à voix haute. C'est comme ça que ça soulève le texte. Et j'essaie de trouver le rythme. Alors, le rythme de chaque phrase, bien sûr, mais c'est du rythme de chaque phrase que dépend la nécessité intérieure, la dynamique intérieure de chaque tableau textuel, si vous voulez, chaque coulée, vous pouvez appeler ça comme ça aussi, si vous voulez prendre une métaphore sismique. Voilà. Hein. C'est très tactile comme affaire, parce que la matière de la langue, moi je la sens passer dans mes mains. C'est très tactile, c'est très physique et très tactile. C'est pas du tout intellectuel. Vous voyez, bien sûr que j'ai toujours une pulsion grammaticale, c'est constitutif de mon être, mais j'ai pas un cahier des charges grammaticales. Vous voyez, je coche pas des cases en me disant ah t'as bien vérifié ceci, etc. Non, c'est un élan de tout l'être. Voilà, c'est comme une danse, vous voyez. Les sources, je ne vais pas dire que c'est le plus court, mais c'est loin d'être le plus long que vous ayez écrit. Courts, ils sont souvent courts, mais les sources c'est très court. Comment dire ça? J'étais surprise finalement de savoir que Gilles, vous n'en aviez pas fini avec Gilles, et de savoir que finalement il est là dans Vie de Gilles, il sera là bientôt dans un autre texte, si tout va bien. Si tout va bien. Moi, je vous avais entendu dire, après la parution des sources, non pas que vous étiez exsangue, mais que ce livre vous avait épuisé. Oui, je l'appelle le chantier violent. Hein. Ouais. Mais je l'appelle le chantier violent, ce livre, parce qu'il a été écrit dans des circonstances très différentes des précédents et du suivant. C'est-à-dire que entre le moment où j'ouvre ce que j'appelle un chantier textuel, donc, hein, et le moment où je lâche le texte, ce que je vais probablement faire, là, vous voyez, fin juin, début juillet, avec un texte qui serait apparaître en janvier de l'année prochaine. Hein. J'aime qu'il y ait plusieurs mois entre les deux. Entre ces deux moments, donc, il se passe 2 ans ou 2 ans et demi à peu près, vous voyez, en général, mais pas du tout pour les sources, pour toutes sortes de raisons. Les sources, je l'ai écrit en 3 temps, extrêmement intense, où j'avais dégagé absolument tout le reste, et donc c'était 10-12 heures par jour à raison de 10 000 signes par jour, ce qui n'est pas du tout ma façon d'écrire, du tout. C'est en ce sens que je l'appelle le chantier violent. Et la mise en tension que ça a provoqué, suscité, occasionné, enfin bref, hein, très honnêtement, je veux bien faire ça une fois, mais pas... non. Je dis toujours hein, que l'écriture, c'est un processus qui est à la fois vertigineux et jubilatoire, que je ne sépare pas les deux, le vertige et la jubilation. Dans l'écriture des sources, franchement, il y avait 99,9% de vertige et 0,1% de jubilation. Je ne suis pas masochiste. Je suis capable d'encaisser des trucs pas commodes, mais pas d'aller les chercher. Voilà. Donc, je l'ai fait pour les sources, je ne recommence pas. Donc, vous voyez, c'est un texte qui est ramassé aussi parce qu'il a été écrit dans ces conditions-là, hein, et je ne souhaite pas recommencer à travailler comme ça. J'ai essayé de faire ce que j'avais à faire avec la matière des sources, cette matière donc d'une situation conjugale insulaire violente. Hein. C'est une matière que j'avais toujours en tête hein, depuis que j'ai commencé à écrire bien avant. Je l'ai fait, voilà, hein, ça suffit. Mais, alors, Marie-Hélène Lafont, vous êtes professeure de français, latin, grec. C'est votre dernière année d'enseignement. Je vous ai toujours entendu dire que pour écrire, vous couriez après le temps. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir
libérer tous les chevaux, là, une fois que l'enseignement c'est fini, parce que sinon vous allez vous mettre à écrire 10 000 mots. Ah non, 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 surtout pas. 10 Jamais 000 de la vie. signes. Mon Dieu, non, non. Non, non. Non, non, mais, donc, Rassurez-vous, vous êtes à l'abri. Non, non. non, non, mais ça veut D'une dire salve qu'il va falloir trouver un nouveau rythme d'écriture Voilà. aussi. Tout à fait, mais ça m'inquiète pas tellement, pour tout vous dire. Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent dans la vie, mais pas ça. Non. Et en fait, plus exactement, je peux me tromper, hein, mais le temps ainsi libéré, je voudrais en partie le consacrer, j'aime bien ce mot, à la lecture. À la lecture, parce que l'écriture dévore tellement le temps, et aussi ce que j'appelle les lectures, comment dire, commandées en quelque sorte, hein, liées au rythme de ma vie dans ce qui s'appelle le milieu littéraire, on va dire, voilà, que les lectures libres, vraiment, se sont réduites comme portion congrue, et ça me... alors, ça m'agace, mais pire que ça me manque, parce que je ne sépare pas lire et écrire, c'est une nourriture, l'écriture, pour la lecture, pardon, pour qui écrit, voyez. Et donc, voilà quelles sont mes intentions, mais parfois, hein, les projets sont faits pour être défaits, donc à suivre. Mais en tout cas, je n'écrirai pas davantage. Non, j'ai presque envie de vous dire... Je serai là pour vous le rappeler. Non, enfin, encore une fois, quand je vois... d'accord, mes livres sont courts, mais quand je vois tous ces livres, je me dis... Du calme. On a parlé de Nilaget. Il me semble que votre rapport à l'art est quand même très important. Vous l'avez dit, vous avez écrit un livre sur Cézanne chez Flammarion, qui est sorti, c'est quoi, janvier 2023 ou 24 septembre 23. Septembre 23, pardon. Voilà, dans Chantier. Alors je vous le montre parce que je crois qu'il est épuisé. C'est aux éditions Début Classe. C'est ma Bible, Marie-Hélène Lafonienne. Vous parlez de Bill Viola, d'une expo Bill Viola où vous retournez 2-3 fois avec un ami à qui ça fait à peu près le même effet qu'à vous. Il y a Corot, il y a Balthus, il y a Van Gogh. Puis il y a les photos aussi. Alors j'ai découvert que nous partagions l'amour pour un photographe en commun qui est Giacomelli. Mais il y a Plossu, Depardon et d'autres. Je voudrais qu'on parle un peu de votre lien avec l'image. Et puis finalement, aujourd'hui, votre lien avec l'image, on le retrouve parce que, par exemple, vous avez fait un texte pour ce magnifique livre de photos d'Alexis Vettoretti qui s'intitule Paysanne. Je vous en ferai lire un petit extrait tout à l'heure. Il y a ce livre dans la collection Fléchette chez Sun qui s'appelle Où sont les hommes et qui part d'une photographie du fonds Albert Kahn. Et vous en écrivez à la fois un texte personnel et un texte de fiction. Elle aime bien mélanger Marie-Hélène Lafon. Et puis, il y a ce livre extraordinaire, Marie-Hélène Lafon, Une autre vie, dans la collection Poursuite et Ricochet aux éditions La Main Donne. Alors là, je donne les maisons d'édition, parce qu'en plus, c'est des toutes petites maisons, faut bien le dire. Et où là, vous êtes parti des photographies que vous avez retrouvées, enfin récupérées de votre père, qui lui n'est pas allé en Algérie, mais au Maroc, dans sa jeunesse, avant d'épouser votre... Service militaire. Service militaire, 27 mois, comme mon papa. Et donc c'était avant d'épouser votre mère. Et vous en écrivez des textes qui, moi, m'émeuvent au plus haut point. Quand vous écrivez « Le sourire de mon père me saute à la gueule », on en reparlera. Voilà. Mais votre rapport à la photo et à la peinture, c'est quoi, Marie-Hélène Lafon ? Alors d'abord, c'est un rapport très empirique, en ce sens que j'ai commencé vraiment à voir des expositions de photos et de peinture tard dans ma vie, hein, presque à la trentaine en fait. Et je viens d'un monde où ça n'allait pas de soi du tout. C'est d'ailleurs très classique, enfin je veux dire que dans les années 70 par exemple, on prenait beaucoup moins de photos
dans les familles qu'aujourd'hui. Et puis, ce n'était pas les mêmes. On n'était pas dans le numérique. Hein. Donc, ça avait une toute autre présence dans la vie des familles, dans les fêtes de famille, etc. Hein, les photos. Hein. D'une part, et d'autre part, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, évidemment, la peinture, par exemple, c'était les tableaux sur les couvercles des boîtes de chocolat. Voilà. Et les canevas aussi, qui représentaient l'Angélus de Millet. Ce qui m'a valu une fausse route avec Millet que j'ai détestée pendant des années, avant de comprendre, grâce à Van Gogh, qui était Millet. Vous voyez, bon. Donc, c'est quand même très sommaire. Hein. Et je n'ai eu absolument aucune éducation dans ce domaine. Donc, c'est un rapport empirique. Hein. Et en fait, je crois que je suis allée vers la peinture et la photographie parce que j'ai eu la chance de rencontrer ce que j'appelle des intercesseurs, c'est-à-dire des gens qui m'ont dit bah, viens voir ça, ça pourrait bien t'intéresser. Hein. Et que très vite, j'y ai trouvé une nourriture parce que, au fond, il y a là une tentative de mise en forme du réel. Je n'ai pas dit en ordre, hein, j'ai dit en forme du réel, ce que je tente de faire par l'écriture. Hein. Et une tentative d'incarnation. Incarner, ça veut dire donner chair. Voilà, hein. Donc, donner chair, y compris d'ailleurs dans des gestes non figuratifs, hein, à une sensation, à un moment. Hein. Dans la photographie d'abord, hein, il y a aussi il y a une intention étymologique. Hein. La photographie, c'est l'écriture de la lumière. Étymologiquement, ça veut dire ça. Voyez, hein. Donc, je me suis sentie assez rapidement, je dirais pas de plein pied, parce que c'est pas du tout une tentative d'élucider ni de commenter. Vous voyez, il n'y a aucun rapport savant à la peinture ni à la photographie chez moi. Il y a un rapport de nourriture et de nécessité. D'ailleurs, je dis volontiers que je vais manger un peu de peinture. Voyez, hein, et non pas voir. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, je peux être en état de manque si je n'ai pas vu de peinture depuis un certain temps. Vraiment, ça me manque au sens propre du terme. Et il se trouve qu'assez vite, hein, parce que ça fait longtemps maintenant, ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler avec des photographes, eh bien, des photographes sont venus me montrer des photos et me demander si je pouvais écrire. Et ça s'est fait en se faisant, de façon, encore une fois, très, très empirique, avec d'abord des photos du Cantal, avec un photographe du Cantal, d'Aurillac, vous voyez. Hein. Alors, évidemment, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire de faire un livre de photos de son pays de plouc, là, un truc de régionaliste, nul. Et en fait, vous voyez, ça vraiment, c'est... Je comprends hein, que le milieu parisien puisse avoir ce regard-là, mais moi, je savais que c'était pas ça, parce que je savais que avec ce premier livre de photos que j'ai, ce premier livre où j'ai accepté d'accompagner des photos avec un texte, vous voyez, hein, eh bien, ça m'a permis d'aller vers ce que j'appelle la prose poétique. Pour la première fois, j'ai osé lâcher personnages, péripéties, etc., hein, et écrire des proses poétiques qui sont dans Album, là. Le petit livre, elles ont été publiées ensuite par mon éditeur, vous voyez, qui les a reprises toutes seules, les proses poétiques. Ça commence par arbre, ça se termine par vache. Hein. Alors, d'accord, c'est une déclaration d'amour au Cantal, on est d'accord, mais à ce que j'appelle le pays premier, chacun porte en soi le sien, vous voyez, hein. Et c'est Pierre Soisson, photographe du Cantal, hein, qui photographie le Cantal, hein, qui m'a poussé à aller au-delà de moi-même, vous voyez, hein, vers une forme vers laquelle je n'osais pas aller toute seule. Et c'est ce que j'aime dans le travail avec les peintres et les photographes. Ça me déplace, ça me décentre, ça m'élargit. Vous voyez, ça m'assouplit. C'est pas ma qualité première, la souplesse. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime ça. Et parfois, si vous voulez, vous voyez par exemple les photographies d'Alexis Vettoretti, quand elles sont arrivées, je me suis dit, celle-là, j'avais pas une minute, quoi. Je voyais pas où j'allais faire ce travail, dans quel temps j'allais faire ce travail. Mais quand j'ai vu arriver ça, ces photos de paysannes, hein, nées, il y a 10 ans de photos là-dedans, et les paysannes, elles sont nées... c'est la vie de ma mère et de ma grand-mère, c'est la vie que j'aurais eue si j'étais née en 1937 au lieu de naître en 1962, hein, soyons clairs. C'est cette vie-là, ce corps-là, cet tablier-là et cette cuisinière-là. Hein, bon. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah là, il faut que je trouve le temps. Vous voyez, que je le prenne sur le sommeil ou je ne sais pas où, mais que je le trouve. Vous voyez. Et puis parfois, je dis non, soit parce que je ne trouve pas place dans les photos, vous voyez, ou dans le travail d'un peintre, soit parce que vraiment, je ne vois pas comment bousculer le temps. Voilà. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Hein. Puisque ça vous a pris tant de temps, entendons-en un bout.
donc les paysannes. Hein. J'ai intitulé le texte « Je les reconnais ». Je ne peux pas ne pas voir les mains. Elles d'abord, elles toujours, les mains. Et leur litanie de chair, leur tavelure, leur usure, leur douceur et leurs aveux. Les mains sont un paysage, elles sont plus nues, moins défendues que le visage. Quand elles ne s'enfoncent pas dans les poches, l'une ou l'autre ou les deux, quand elles ne se nouent pas sur le pommeau d'une canne, quand elles ne sont pas sagement croisées, elles pendent, elles s'abandonnent, elles embarrasseraient. Elles sont immobiles, on y devine parfois l'anneau incrusté d'un mariage ancien, et elles racontent d'autres gestes que ceux du travail, des gestes devenus difficiles pour se coiffer, se laver, s'habiller, se maintenir et continuer à faire face dans les maisons et dans la vie. J'ai dans l'oreille un mot pour dire cette bataille, un mot qui siffle, un verbe tenace, efflanqué et vaillant, se suffire. Les paysannes d'Alexis Vettoretti se suffisent, encore. Elles ne savent pas pour combien de temps. Elles sont sur cette corde raide des mois et des années qui pèsent leur poids de menus renoncements et de victoires infimes. Elles ne sourient pas, il n'y a pas tout à fait de quoi sourire. Elles esquissent au mieux une mimique amène ou amusée. Elles nous regardent les regarder. Elles sont graves et frontales, casquées de cheveux gris ou blancs, coiffées en guerrières ou pas coiffées du tout. Elles sont en tenue de combat, le combat de chaque jour gagné. Elles sont entrées en lice, ultime, et l'heure est grave. Et après, je continue sur les torchons. Elles ont des torchons. Le linge est important dans vos textes. Des torchons mous et des essuie-mains en éponge maigre à petits carreaux. Ils seraient leurs étendards et leurs bannières et leurs drapeaux. Je connais leurs torchons par cœur. Je les ai repassés, pliés et rangés pendant des années dans le tiroir bleu en bas à gauche du buffet. Je les guette, je les attends, je les débusque. Ils sont suspendus, ils garnissent la cloison, une porte ou la cuisinière. Ils flanquent l'évier, ils sont à portée de main et de gestes. Ils sont accommodants et ont beaucoup servi. Ils n'ont plus d'orgueil. Ils ne sont ni immaculés, ni coquets, ni cassants. Ils sont devenus souples. Ils sont rompus à tous les usages et ne font pas de manière. La machine à laver les brasse à 60 degrés au moins. On peine désormais à les étendre sur le fil au jardin. C'est trop haut, c'est trop loin, on n'a plus le pied assez sûr. Ils sécheront sur le radiateur ou dehors contre le mur si le soleil veut bien se montrer. C'est mieux. Ils sentent bon quand l'air bleu et le soleil les ont traversés. Ça ne dure pas longtemps. Les remugles d'eau grasse et les taches coriaces les rattrapent. Les torchons s'incrustent. Ils font motif et litanie. On ne les a peut-être pas vus, sinon on les aurait écartés. Ils sont négligeables et finiront en chiffon. Ils sont sur la photo et c'est déjà ça. Elles se suffisent, suffire. Dans Vigile, elles s'accrochent. Et dans les sources, il faut tenir. C'est pareil, tout ça. C'est pas très réjouissant. Hein. On va peut-être ouvrir des perspectives plus riantes, mais c'est pareil. Je dis qu'il y a des motifs qui... mais des motifs obsessionnels, oui, récurrents. C'est ce qui fait l'écrivain, je crois. Alors vous allez encore dire que je pense à votre place quand je vous lis. Alors je ne pense pas à votre place. J'essaie de penser... Vous pensez mieux que moi, alors. Non. Est-ce que... Enfin, il y a un autre motif dans vos livres qui est celui des fenêtres. De regarder par la fenêtre.
souvent plutôt une vision féminine, mais pas toujours. Sauf que qu'est-ce qu'on voit quand on regarde par une fenêtre? On voit un paysage ou un visage encadré. Et je parlais de votre rapport à l'art, et c'est quand je me suis dit, mais est-ce que les fenêtres chez Marie-Hélène, c'est pas son tableau ou sa photo à elle? Bien sûr, bien sûr. Alors ça, le motif récurrent des fenêtres, c'est très lié pour le coup, non pas à la vie paysanne, mais à la vie rurale. Hein, on pratique beaucoup moins ça dans l'espace urbain. Hein, mais dans la vie rurale, la vie des villages, la vie des hameaux, on sait bien qu'on regarde par la fenêtre. Hein, et on est regardé par les fenêtres et on regarde soi-même les autres par la fenêtre. Hein, c'est réciproque cette affaire. Bon, donc ça, de toute façon, c'était inscrit dans mon paysage mental depuis toujours. Et ce qui était inscrit aussi dans mon paysage mental, et pas seulement, vous avez tout à fait raison de le souligner, mais je ne m'en rendais évidemment pas compte, hein, c'est que, et ça c'est le hasard de la naissance qui m'a bien servi, je suis née dans un pays où, par la fenêtre, s'encadrent non pas des perspectives désespérantes, des hangars moches et des platitudes, hein, mais un paysage, j'y peux rien, c'est comme ça, hein, majuscule, vous voyez, hein, voilà, qui, quand il ne vous terrasse pas, hein, vous donne pour toujours un œil. Hein, et je crois, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé place dans la peinture et dans la photographie sans avoir eu aucune formation, c'est que ma formation, je l'avais eue. Je l'avais reçue, elle m'avait traversée sans que je m'en rende compte quand j'étais enfant et adolescente dans ce pays qui est d'une force et d'une puissance et d'un équilibre, voilà, d'une harmonie aussi exigeante et rugueuse, tout à fait phénoménale. Donc on n'a pas impunément, hein, eu l'œil formé, si vous voulez, par ces volumes-là, ces élans-là, ces espaces-là. Hein. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans le pour toujours dans le comment dire, dans les couches profondes des labyrinthes intérieurs de l'être, vous voyez, hein, et c'est ce qui, je crois, résurge aussi dans mon rapport à la peinture et à la photographie, ça, j'en suis tout à fait persuadée. Et je dis aussi une chose, hein, concernant le cadre, hein. Il y a le cadre de la fenêtre et il y a le cadre de la télévision, hein, parce que les gens de ma génération, hein, ont grandi avec la télévision. Hein, quand je prends conscience que je suis au monde, je suis née en 62, c'est 68, mes parents ont déjà la télévision. Hein, et que regarde-t-on à la télévision? Peu de choses, très peu de choses. Mais les westerns du dimanche soir, hein, où les derniers Indiens, les Indiens meurent, hein, somptueusement, mais ils meurent. Hein. Or, on entend les adultes autour de soi dire « on est les derniers Indiens hein. ». On n'est pas idiots, on fait le lien. Hein. On sait ce qui arrive. Hein. 1. 2. On regarde les étapes du Tour de France. Donc des paysages, les paysages des autres. Voilà. Et les vacances des autres aussi, d'ailleurs, on regarde. Hein. C'est-à-dire le monde. Le monde est là. Et le monde, il est dans un cadre. Hein. Ça, et avec le son baissé, avec le père qui commente. Oui, alors mon père, en effet, quand on regardait l'arrivée de l'étape du Tour de France, si le foie ne me pressait pas trop, hein, il baissait le son, parce qu'il trouvait que les commentaires étaient tout à fait superflus, et il faisait, lui, le commentaire. Et ce n'était pas un commentaire sportif. Il faisait un commentaire sur les paysages. Il disait, c'est plat, ces pays. Il disait, qu'est-ce qu'elles mangent, leurs vaches? Vous voyez, c'était l'été. Hein, voilà. Ou alors, quand c'était les Pyrénées, il disait, ça, c'est comme nous. Hein, l'Ariège, il avait raison. Quand je suis allée pour la première fois en Ariège, ça m'a frappé. Vous voyez, par exemple. Hein. Donc, c'était une leçon de choses, une leçon de paysage. Hein. Ça nous énervait horriblement. Hein. On l'aurait volontiers trucidé, le père. Mais n'empêche que ça inscrit quelque chose. Hein. Forcément. Donc, c'est là que ça commence. Puisqu'on parle du père, je vais vous faire lire un extrait des sources. Et puis, si vous m'autorisez, je lirai un extrait d'une autre vie. Oui. Alors, une autre vie, hein, je vais peut-être le dire, c'est donc ce livre qui procède d'un geste tout à fait particulier que j'ai accepté de faire parce que celui qui me l'a demandé, qui s'appelle David, son nom de famille m'échappe. Fourré, merci infiniment. Voilà, heureusement qu'il y a des gens plus... donc David Fourré. Et il a donc créé cette maison, qui s'appelle La Maindonne, qui est basée en Aveyron. Hein, déjà, ça m'est sympathique. Et puis, cet homme-là, quand je l'ai rencontré, il m'a donné confiance. Et sa collection, il m'a donné confiance, il m'a montré des livres de photos qui sont
pas des livres de cette collection qui sont magnifiques, bref. Et cette collection-là, donc, que nous avons inaugurée avec notre auteur, elle repose sur le choix de 10 ou 12 photos dans les archives familiales. Vous voyez, hein, donc, ce ne sont pas cette fois-ci les photos des autres. Hein. Archives familiales. Et donc, moi, j'ai puisé dans les photos du service militaire de mon père, photos que j'ai toujours connues et dont il est déjà question dans plusieurs de mes livres, hein, depuis des années, depuis très très longtemps. Il a fait son service militaire au Maroc, à Casablanca. Elle se souvient de son adresse à la caserne. Il était jardinier du colonel et un peu chauffeur. Il conduisait la voiture, une traction, on la voit sur les photos. Il était fier de ça, il l'écrivait. Même s'il n'était pas son chauffeur officiel, le colonel avait confiance en lui. Il s'occupait aussi du chien du colonel, un grand chien noir et frisé, haut sur pattes, qui avait l'air de sortir de chez le coiffeur et ne ressemblait pas au chien à vache de par ici. Il est photographié plusieurs fois avec ce chien qui s'appelait Popov. Elle se souvient que ses sœurs riaient de ce nom. Son frère aîné n'a pas fait le service. Et lui n'est pas allé en Algérie, comme les autres garçons de son âge. Marcel, René, Michel, François, Louis, Paul. Les prénoms lui reviennent, et des visages, surtout celui de Paul, qui a été tué là-bas. Les dates sont sur sa tombe. La première tout de suite à gauche, en entrant dans le cimetière. Elle les relie à la Toussaint chaque année. 22 avril 1937, 21 novembre 1958. La famille a mis une photo, comme on fait maintenant, une petite photo ovale, où Paul porte une moustache fine qui le vieillit. Paul n'aura pas eu 30 ans. Personne n'est mort au Maroc. Elle a déjà pensé plusieurs fois à ce que serait sa vie, à elle, si lui, Pierre, était parti en Algérie comme les autres et n'en était pas revenu. Sa vie serait meilleure, normale, pas foutue avec la peur au ventre tout le temps. Le palmier. Mon père sourit. Sur la photo du palmier, il sourit carrément. Il a 21 ou 22 ans. Il sourit à Casablanca entre 1957 et 1959. Les photos ne sont pas datées. Mon père est né dans le Cantal, à Saint-Cernin, le 22 avril 1937. Et il a fait son service militaire à Casablanca, où il fut jardinier du colonel pendant 27 mois. Il rentre en France à l'automne 1959, disons fin septembre ou début octobre. Il se mariera à Saint-Cernin le 30 décembre 1959 et a donc dû partir au service, si je compte bien sur mes doigts, à la fin du printemps 1957, à 20 ans. Je compte sur mes doigts, je m'applique. Il a évité l'Algérie. Comment évitait-on l'Algérie à 20 ans en 1957 quand on était fils de paysans du Cantal, pas spécialement doté d'un subtil réseau de relations capable de vous mettre à l'abri, de vous procurer une planque aimable à Casablanca dans les jardins du colonel? C'est à peine une question que je ne poserai pas à son frère, mon oncle, né en 1935. Je ne pose pas de questions et ne fais pas de recherches. Ceci n'est pas une enquête. Je flaire des pistes, je suis des traces. Je tisse. Sur la photo, donc, il sourit, d'un sourire d'éclatante jeunesse que je ne lui connaîtrai pas. Il aura 2 petits-fils qui naîtront en 1995 et en 1997. Et après sa mort en mai 2021, je reconnaîtrai sur cette photo la photo du palmier, le beau sourire charnu de l'aîné de mes neveux. Le sourire de mon père me saute à la gueule. Il y a toujours eu une part autobiographique dans vos livres. La Claire de mes pays vous ressemble beaucoup. Vous racontez, c'est dans les entretiens avec Fabrice Landreau,
qu'après, sur la photo, votre mère vous engueule un peu, vous dit, vous n'êtes pas contente parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Et derrière, vous brouillez les pistes des patronymes et des toponymes pour avoir la paix. J'ai eu la paix, d'ailleurs. Vous brouillez moins, là? Oui, je brouille moins, oui. Je brouille moins parce que je fais comme je peux. Et que la mort permet, voire rend nécessaire, des gestes d'écriture qui n'eussent pas été envisageables auparavant, avant qu'elle ne passe, la mort. Et quand je dis j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai presque envie de dire je n'ai pas pu faire autrement. Continuer à écrire était à ce prix-là. Et je compte de surcroît sur des lecteurs plus distraits que vous ne l'êtes, qui ne vont pas forcément procéder à ces recoupements. Bon. Pardon, mais Marie-Hélène. je vous connais, donc je me doutais bien que vous alliez éventuellement procéder à ces recoupements. Et si je ne voulais pas m'exposer à cela, je juste refusais de passer entre vos mains ici aujourd'hui. Donc, les choses sont ce qu'elles sont. On fait les livres qu'on peut. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'écriture des sources a été aussi acrobatique en ce qui me concerne. Et il est évident que les sources et une autre vie, c'est ce que j'appelle une nébuleuse textuelle. Ce sont des textes qui se tiennent. Voilà. Si ce n'est que les sources ont été publiées chez mon éditeur Princeps, et donc très visibles, tandis que, et ça m'arrange bien, une autre vie est un livre plus confidentiel, on va dire. Et une autre vie, ou bien les sources, sont des gestes d'écriture évidemment qui ont une dimension autobiographique, mais je dis volontiers que tous mes livres sont violemment autobiographiques depuis le début, et que je suis la seule à savoir dans quelle mesure ils le sont. Et je reste la seule, premièrement. Et deuxièmement, comment dire, cette pulsion, si vous voulez, de l'autobiographie, elle ne vaut, à mon sens, que si elle s'élargit à ce que j'appelle l'autobiographie de tous. C'est-à-dire que si cette question de la vie qui fut celle de nos pères et mères, avant qu'ils ne deviennent nos pères et mères, voyez, et cette question des autres vies qu'ils eussent pu avoir, s'ils n'étaient pas devenus nos pères et mères, c'est quand même une piste ouverte dans toutes les vies. Qui ne s'est jamais posé ces questions-là en voyant des photos de ses parents jeunes, en voyant les jeunes corps qui vont devenir, qui vont être à l'origine de notre corps à nous, vous voyez, et qui ne s'est jamais posé cette question-là, premièrement. Et deuxièmement, si les situations de violence extrême en cellule familiale close étaient limitées à ma seule biographie, ça se saurait. On est bien d'accord. Donc, voilà, il y a quelque chose qui me dépasse complètement, et heureusement. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais y arriver. Je disais tout à l'heure que la conjugaison, la grammaire, les temps et la ponctuation étaient d'importance chez Marie-Hélène Lafon. Est-ce que je me trompe? Et là, peut-être. Mots, c'était le livre du passé composé. Joseph, entre autres, celui de l'imparfait. Et j'ai l'impression que depuis nos vies, alors je me trompe peut-être, mais qu'il y a de plus en plus de présent. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Bon, voilà, mais je me gourre peut-être. En remettant le nez, là, voilà, et qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça voudrait dire que le temps est en train de me rattraper, ça c'est sûr. Ça se voit d'ailleurs. Bientôt un livre au futur. Je sais. Alors,
si vous voulez, bon, j'aime l'imparfait, c'est confortable. Hein, voyez. Et j'aime cette alternance confortable de l'imparfait et du passé simple. Mais bon, les coutures craquent. Hein. C'est sûr, on ne peut pas écrire les sources en restant dans ce schéma temporel-là. Il faut aller, il faut que la sphère du passé simple déborde du côté du passé composé, ça c'est sûr. On ne peut pas faire autrement. Et les conditionnels, vous voyez, les raies, là, les formes en raies, là. Elles sont tout à fait subtiles. Elles épousent ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui appelle ça comme ça, hein, le flux de la conscience, vous voyez, hein, tous ces livres, hein, que ce soit Vie de Gilles ou les sources, sont écrits en flux de conscience, c'est-à-dire on est dans les ruminations intérieures, dans les sources, d'abord de la mère, ensuite du père, et puis très brièvement de la fille du milieu, celle qui s'appelle Claire, en effet. Et quand on le sait bien, quand nous sommes dans nos ruminations intérieures, dans nos flux de conscience, les coutures des temps craquent. Hein, et le passé, le présent et le futur, hein, s'appellent comme ça, se mêlent et s'entremêlent constamment. Voilà. Et moi, j'essaie de trouver ça dans le flux de la phrase. Voyez, hein. Ça me donne énormément de tracas. Et là où votre intuition est juste, c'est que c'est ce sur quoi j'ai le plus travaillé dans les sources, les temps verbaux. Il y a très peu d'adjectifs, les constructions syntaxiques ne sont pas périlleuses, mais les temps verbaux. Je sentais que ma marge de manœuvre pour épouser au plus près le mouvement de la conscience, elle était dans le temps de chaque verbe. Et dans les autres indices temporels, il n'y a pas que les temps verbaux qui donnent des indices temporels dans une phrase, il y a d'autres éléments, mais les temps de chaque verbe. Et j'ai ramé comme une malade là-dessus, mais ce n'est pas satisfaisant. Parfois, quand je lis des extraits des sources, je change encore les temps. Vous voyez ? Et je sais que c'est l'enjeu principal du travail qui me reste à faire sur le texte en cours, vous voyez, qui est en chantier. Donc, il se confirme quelque chose, à savoir que le lecteur sent ça. À mon avis, ce que vous venez de dire, là, ça témoigne du fait que vous sentez bien que je rame sur les temps. Bon. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, je comprends que ça vous fasse rire, mais... Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Non, mais c'est très juste. Ça ne veut pas dire que je fais mal le boulot sur les temps. Ça veut dire que je cherche. Je cherche. Écrire, c'est chercher. Vivre, c'est chercher. Il nous reste 2 minutes. Marie-Hélène, vous voulez nous relire un extrait de Vie de Gilles ? Oui, histoire de donner le moral à tout le monde. Vie de Gilles, c'est très roboratif. Oui, c'est pas le plus. C'est pas le plus. De là, voilà. Oui, volontiers, merci. Ah oui. Donc c'est elle arrive chez ses parents. Ils vieillissent, les parents, ils sont fatigués. Elle s'accroche. Elle doit s'accrocher, il le faut et elle le fait. Si elle arrive vers 4h30, avant 5h, elle trouvera sa mère seule dans la cuisine. Les hommes, on dit les hommes pour son père et son frère, le frère c'est Gilles, seront à l'étable et, en période de fenaison, après la traite, elle pourra descendre voir son frère dans le pré, au bord de la sentoire, lui porter un panaché frais et des tranches fines de melon, dire 3 mots pour qu'il sache qu'elle est là, qu'elle est arrivée pour l'été dans sa maison à moins de 20 minutes en voiture. Quand il aura fini de faner, dans 2 ou 3 semaines, il viendra manger un dimanche comme il le fait chaque année. Il viendra, il sera seul, il ne va nulle part avec les parents, jamais. Il les voit bien assez comme ça, toute la journée, toute l'année, du soir au matin et du matin au soir. Quand ils sont les deux chez elle à table, il ne dit pas les parents, il dit les vieux. Pour le père, il a des mots, le vieux, le fou, l'autre con, le malade,
le taré, le maboule, l'abruti, l'autre. Il dit surtout l'autre. Et il n'arrête plus. Il répète quelques phrases, 6 ou 7, qu'elle sait par cœur. Elle comprend que son frère n'échappe jamais à ses phrases, même quand il s'enfonce dans les gestes du travail, même quand il s'enferme dans sa voiture pour fumer ou va passer 1 heure ou 2 au café, au bar du Moulin, chez Céline à Lugarde. Il ne boit plus que de l'eau et du sirop de citron ou de grenadine parce que l'alcool le rend malade. Heureusement que l'alcool le rend malade. Elle l'a souvent pensé. Sinon, il serait déjà mort. Il se serait tué de boisson. Elle ne trouve pas d'autres mots pour le dire et n'en cherche pas vraiment. Marie-Hélène Lafont. Un immense merci, Marie-Hélène. Vous allez pouvoir retrouver presque tous les livres de Marie-Hélène Lafont à l'Espace Librairie où Marie-Hélène va les dédicacer. Je voulais vous rappeler que demain, à 17h20, à l'Avant-Scène Cinéma, il y aura la projection du film Dansons tant qu'on n'est pas mort, réalisé par Cécile Latteul, qui est un film sur votre parcours d'écriture que je n'ai toujours pas vu, shame on me. Vous serez absente, Marie-Hélène, mais il y aura un échange avec Violaine Béraud, la complice. Oui, la formidable Violaine Béraud, généreuse, qui, en effet, a accepté cette étrange tâche de vous proposition, représenter. voilà. Et en fait, ce film, donc cette documentariste m'a suivi pendant 3 ans, et pendant les 3 années où elle m'a suivi, a surgi l'écriture des sources. Elle a saisi ça. C'est un film sur l'écriture. On s'en fout de ma gueule. C'est un film sur l'écriture. Et un film sur les paysages. Parce qu'elle est venue dans le pays. Et en voilà des paysages. Merci. Merci.